Un nouveau livre revient sur l'affaire de la Covid-19. Ça s'appelle Covid-19, guerre ouverte contre les peuples, décryptage des mensonges et de la folie ambiante. Et c'est là où le travail de Zébriochet est intéressant. C'est que vous n'êtes pas rentré comme un statisticien, comme un médecin, mais finalement comme un observateur. Vous avez analysé, vous avez fait un travail, j'allais dire, d'enquête, comme pourrait le faire un journaliste, les contradictions, vous avez vu ce qui s'est passé dans le monde, et puis vous sort de tout cela un décryptage sur ce qu'on appelle les mensonges et cette folie ambiante. Je suis content de vous avoir. Le livre est sorti, il est publié aux éditions Marco Pieter. On va mettre le lien sur le site internet. D'abord, les gens sont parfois surpris. Je reviens sur le Covid, sur ce qui s'est passé en disant « Mais qu'est-ce que tu nous parles de ça? C'est terminé, c'est fini. » Que répondez-vous à cela? Parce que j'ai tendance à dire que c'est pas fini et que c'est toujours un débat. Il faut quand même pas oublier la manière dont on a vécu pendant 2 ans. Est-ce qu'autour de vous, parfois, on vous dit vous ne devriez pas en parler parce que finalement, on a tourné la page? Bon, autour de moi, je discute pas beaucoup de ces questions-là parce que ça reste des questions délicates. Mais je pense pas que l'affaire soit terminée parce on ne l'a toujours pas digérée, en fait. D'ailleurs, on nous promet encore aujourd'hui une énième vague, je ne sais plus à laquelle on en est, peut-être à la 5e ou la 6e, peu importe. Ça n'a plus vraiment d'importance. C'est entrer dans les mœurs. C'est bien ça le problème, c'est que c'est devenu une affaire ordinaire, alors que le fond du problème n'a toujours pas été mesuré, n'a toujours pas été jugé. Et pour moi, il faudra passer par là parce qu'il s'est passé des choses très graves qui nous concernent encore aujourd'hui, qui conditionnent notre futur. Ma crainte, c'est que le Covid soit devenu le prototype du mode de gestion futur de la société. Donc avec suppression des libertés individuelles sur un caprice du pouvoir, c'est pas quelque chose qui est acceptable pour quelqu'un qui est attaché aux principes qu'on prête souvent à l'ancien monde, comme on dit maintenant, c'est-à-dire la démocratie, souveraineté des peuples. Des choses qui sont aujourd'hui presque considérées comme fascistes d'extrême droite, complotistes. Oui, c'est-à-dire que prôner la liberté, qui était pourtant un argument, j'allais dire, pendant très longtemps, on allait dire presque de gauche, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrême droite. Oui, c'est on même a inversé au point que les valeurs. Oui, les valeurs ont été inversées. J'ai lu dans la presse que maintenant la liberté d'expression est un concept d'extrême droite, ce qui est assez étrange. Est-ce que finalement, quelques années plus tard, vous pensez qu'ils ont gagné ou qu'ils ont perdu? On ne sait pas trop, parce qu'en réalité, on peut se dire, vous nous dites, ça continue, on continue de nous faire peur, les populations ont accepté cela. Ok, on pourrait dire, ok, mais parallèlement, on a l'impression qu'il y a aussi une crainte, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont les yeux ouverts et qui gueulent, et qui protestent. Le pouvoir, je pense qu'il ne se serait pas amené à mettre en place de telles extrémités s'il se sentait pas menacé dans son existence même. Ce qui fait que, alors ça peut paraître paradoxal, mais la violence qu'on a subie et qu'on subit encore aujourd'hui est révélatrice de leur échec. De leur échec à long terme. Ils continuent à remporter quelques batailles, mais la guerre, ils l'ont déjà perdue. Que répondre Oui, je dirais que c'est dans le sens de l'histoire. C'est pas la première crise que l'on vit, et le pouvoir finit toujours par vaciller, par entrer dans des réflexes autoritaires et à disparaître. Seulement, on ne peut pas mettre de calendrier sur ces événements parce que c'est très chaotique, mais ça finira par venir. J'entends encore une partie de la population qui me dit oui, il faut pas exagérer, on peut les comprendre parce qu'on ne savait pas et on était perdu. Que répondez-vous à ce type d'argument qu'on entend assez souvent? Tous les éléments étaient là pour savoir dès le début qu'il se passait quelque chose de nature criminelle. Je dirais même qu'on le savait depuis plus de 10 ans officiellement, car en 2009, à la faveur de l'épidémie H1N1, le Sénat a publié un rapport qui est un copier-coller du plan Covid qu'on a subi il y a quelques années. Il a dit explicitement que l'épidémie H1N1 était une escroquerie. Et on retrouve, critiqué par le Sénat lui-même, qui n'est pas spécialement complotiste,
tous les éléments qui ont été repris dans le plan Covid, et on trouve même des noms de personnes qui sont exactement les mêmes à la manœuvre, qui étaient à la manœuvre pendant H1N1, qui sont aujourd'hui à la manœuvre avec la Covid-19. Donc on savait déjà, on avait tous les éléments, et les journalistes surtout qui devaient être au courant, ceux qui ont moins de 30 ans, je peux comprendre, ils n'étaient pas vraiment actifs à l'époque de H1N1, mais ceux qui ont plus de 30 ans, ils n'ont pas fait leur travail. Et puis il y a ce réflexe qui est quand on ne sait pas, quand on s'interroge, je veux bien admettre cela. Mais dans ces conditions, on laisse la liberté aux gens, puisque par définition, on ne sait pas. Donc on laisse les gens s'interroger. Là, on a vu quelque chose d'assez unique dans notre société. On nous dit, je ne sais pas, mais je me comporte de façon totalitaire dans le sens d'un camp contre l'autre. C'est assez unique. Oui, c'est pas extraordinaire. Quand on admet le fait qu'ils savaient, on est plus étonné de leur réaction. Effectivement, si vraiment ils ne savaient pas, ils auraient dû laisser faire le débat pour qu'au moins on puisse avoir plus d'éléments pour pouvoir décider. Là, non, ils savaient pas, et en même temps, ils savaient tellement qu'ils ont imposé des mesures complètement absurdes à toute la population. Et à aucun moment, ils n'ont fait de jugement rétrospectif sur leur action. Du jour au lendemain, ils pouvaient changer d'avis, mais vraiment, par exemple, on l'a vu sur les masques. Olivier Véran, qui un coup dit le masque est facultatif, et après il dit le masque est obligatoire. Il dit on n'obligera pas à la vaccination, et après il dit que le pass sanitaire c'est une obligation déguisée. Donc il change complètement d'avis du jour au lendemain, et il ne se justifie jamais. Donc ils savent. En fait, l'élément principal qu'on voit apparaître, c'est que l'absurdité est apparente. En fait, la constante dans leur comportement, c'est que ce comportement, il sert leur intérêt du moment. Quand Olivier Véran a dit que les masques étaient inutiles, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Donc ça servait ses intérêts de dire que c'était inutile. Ensuite, quand il y a eu du stock et qu'il a fallu imposer une panique générale, il a dit le masque est obligatoire parce que ça servait ses intérêts. Dans tous les cas, leurs actions servent leurs intérêts. Vous avez dit un mot qui m'amuse, vous avez prononcé le terme absurdité. On a vu, par exemple, même au moment du déconfinement, c'est quelques absurdités. Nous, notre studio est au bord de la mer, sur une plage de plusieurs kilomètres de long. Vous aviez le droit de vous promener seul au moment du déconfinement sur la plage, en position debout, active. Même si vous êtes seul, il n'y a personne autour, vous n'aviez pas le droit de vous asseoir, et la police sifflait en disant on va vous verbaliser parce que vous êtes en position statique. Ça s'appelle de l'absurdité. Je vois pas ce qui peut changer. Je vais vous donner un autre exemple. En plein confinement, quand il y a des appartements en bord de mer, je vous assure que c'est vrai, c'est incroyable. La promenade sur le bord de mer était interdite. Ceux qui ont des appartements face mer ont automatiquement une porte d'entrée face mer, mais aussi une porte d'entrée à l'arrière, côté terre. Les gens n'avaient pas le droit de rentrer chez eux par le boulevard de mer, fallait passer côté terre. Quel lien? Vous avez employé le terme d'absurdité, je vous donne 2 exemples qui montrent bien cela. Et finalement, les gens ont vite oublié. Les gens ont envie d'oublier parce que c'est des événements traumatiques. Et puis aussi, ils ont accepté, pour la plupart. Alors parfois à degré, parfois de force, il y a la peur qui intervient, on ne peut pas leur lancer la pierre. Mais pour eux, c'est des événements traumatiques, ils n'ont pas envie de se replonger dans ces questions-là. Et oui, c'est absurde parce qu'on n'est plus dans le domaine de la raison, on est dans le domaine de. Moi, je pense qu'on est dans un domaine religieux, qu'on est entré dans une sorte de néo-scientisme où les pseudo-scientifiques tiennent le rôle des prêtres, et en fait, on nous impose des rituels. Ils n'ont pas à avoir de sens. L'utilité du rituel, c'est de renforcer la croyance. Oui, j'ai dit la docilité. J'ai dit le bord de mer, c'était pareil pour la campagne ou la forêt. Vous aviez le droit de vous promener en pleine forêt, mais il fallait être en position debout. Oui, on impose un rituel qui n'a pas de sens autre que celui de forcer la personne à se plier à l'autorité. Si on accepte de porter un tutu avec un chapeau pointu dans la rue pour empêcher le virus de nous atteindre,
le pouvoir, il est content si on obéit. Ça veut dire qu'on peut obéir à tout et n'importe quoi. Donc on est docile, c'est une preuve de docilité. Et ça rassure le pouvoir. Eusèbe Riochet, le livre s'appelle Covid-19, guerre ouverte contre les peuples, aux éditions Marco Pieter. Sujet passionnant, et oui, qui va encore nous accompagner. Croyez pas que c'est fini pendant des années et des années. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes. Guerre News, musique et info, Guerre News. Et je suis avec Eusèbe Riochet, on parle de votre livre Covid-19, guerre ouverte contre les peuples. Il y a cette analyse que vous avez fait, on a évoqué cela lors de la première partie de notre entretien sur le comportement. J'aimerais qu'on aborde maintenant finalement la suite. Pourquoi ? Les motivations. Au même moment, on a vu les déclarations de Davos, de Klaus Schwab sur la longévité, sur l'appauvrissement. Vous ne serez propriétaire de rien. Et quand on a essayé de faire un rapport, ça arrivait à la même époque. Les gens disent vous êtes complotiste. Oui, alors les gens, c'est surtout on va dire l'élite politico-médiatique qui accuse de complotisme tous ceux qui sont en opposition avec le pouvoir. Les gens, ils suivent parce que ils se basent sur la presse, qui est détenue à, je crois, 90% par des milliardaires en France. La presse est contrôlée dans la quasi-totalité par l'État et par les milliardaires qui financent les partis politiques et qui ont imposé un discours qui n'a pas laissé le choix à la majorité de la population. Et effectivement, derrière cette pandémie, on reconnaît des facteurs économiques, des facteurs financiers qui sont à l'œuvre depuis longtemps. Les pandémies ne datent pas d'hier. Ça fait depuis, j'ai remonté jusqu'à 25 ans. Ça fait depuis 25 ans qu'on nous impose des pandémies et qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, on a une pandémie juste derrière. Vous commencez en 1998 et vous avez cité chaque crise. Voilà. Avec alors la je vais pas pu pandémie remonter équivalente. plus loin parce que j'avais pas les éléments chiffrés et que 25 ans c'est déjà long. Mais c'est vraiment notable, c'est assez étonnant. Alors je me suis risqué à une analyse, mais c'est vrai que à mon niveau, je n'ai pas tous les éléments qui me permettraient de pouvoir attester du phénomène de manière sûre et certaine. Mais c'est quand même étonnant. Oui, par et exemple, c'est qu'un élément parmi d'autres qui concorde. de ce puzzle. Voilà, c'est une vision cohérente. Par exemple, 1998, il y a eu la crise des marchés, grippe aviaire, 2002, crash boursier, le SRAS, les subprimes en 2008, on nous a parlé du H1N1, tout correspond à quelques mois près, quoi. Voilà, et ce qui est plus étonnant, alors évidemment il y a la crise financière qui touche l'économie entière, mais surtout la fortune des milliardaires aussi en fonction de ces crises et de ces pandémies. À chaque fois qu'il y a une crise, la fortune des milliardaires diminue, et à chaque fois que la pandémie arrive, la fortune des milliardaires recommence à enfler. Alors la pandémie n'est qu'un facteur, il y a aussi d'autres facteurs, par exemple le fait d'être enfloué par les banques centrales, ça compte beaucoup aussi. Mais c'est un élément parmi d'autres qui permet d'éviter à la population de se poser trop de questions sur la manière dont on dépense l'argent public. Est-ce que c'est de l'argent public, Quand les banques centrales impriment des billets, c'est de l'argent public. Alors il y a une question que je me pose, c'est qu'on nous explique que finalement il faut un monde d'après, on sera propriétaire de rien, comme vous le dites, la voie de sortie du capitalisme. Pourtant ces milliardaires sont devenus souvent milliardaires grâce au capitalisme. C'est vrai, c'est un outil pour eux, mais c'est pas forcément une finalité dans le sens où on a une vision de l'argent qui est pas la même que la leur. Quand on est milliardaire, on n'a pas, comme donc le Picsou, des pièces et des billets dans un énorme coffre-fort qui a la taille d'un immeuble. Ça marche pas comme ça. Ils ont des parts sociales. En fait, c'est du pouvoir. Leur argent représente un pouvoir de décision sur un ensemble d'acteurs sociaux. Ils n'ont aucune liquidité, ou très peu.
Par exemple, comme quand Elon Musk a acheté Twitter, il n'a pas vendu ses actions Tesla, Oui. sinon le cours aurait chuté. Il n'avait pas 40 milliards en banque, donc Oui, il n'a a pas été à emprunté. la banque faire un virement ou faire un chèque pour Ouais. acheter Twitter. Oui. Tous ces milliardaires vivent de la dette. En réalité, dans ce nouveau monde, est-ce qu'il n'y a pas... On a longtemps été bercé entre le capitalisme, on va dire le libéralisme, face au communisme. Donc, d'un côté, le communisme, c'était l'État qui contrôlait tout. Puis le capitalisme, se disait être capitalisme, votre coiffeur. Votre coiffeur, son salon marche bien. Il ouvre un second salon de coiffure dans la ville voisine, et puis un troisième, et puis il fait une franchise. Donc il se dit, je suis un capitaliste, je suis un libéral. Et on a mis le salon de coiffure ou le restaurateur au même niveau que ces grands milliardaires qui ont des monopoles. Or maintenant, l'objectif, ça a été dit par Klaus Schwab, donc là je fais pas du complotisme, l'objectif est de faire, d'annihiler tous ces gens-là qui se sont pris pour des capitalistes pour créer une sorte de communisme. Et là, c'est pas l'État qui dirigerait, ce serait un groupe de quelques personnes. Êtes-vous d'accord avec mon analyse si j'ai bien compris ce qu'a dit Klaus Schwab? Oui, c'est à peu près ça. Alors, quand vous opposez le capitalisme au communisme, on croit souvent que le communisme est un régime de gauche. En fait, pas du tout. C'est un régime de droite. C'est un capitalisme d'État. En fait, c'est un capitalisme qui a été jusqu'au monopole total. Le communisme, c'est la finalité de tout capitalisme, le monopole total. Le capital. Dans le cas du communisme, c'est l'État qui détient le capital, mais en fait, ça change pas grand-chose, puisqu'on le voit aujourd'hui avec les projets du Forum économique mondial et ce qu'ils appellent le Great Reset. Ils proposent la fusion de l'État et des entreprises. Donc en fait, ces grands monopoles qui sont construits petit à petit par le capitalisme, en fait, risquent de devenir indistincts du communisme, dans le sens où ils deviendront l'État eux-mêmes. Quand Larry Fink vient visiter Emmanuel Macron juste avant la réforme des retraites, c'est en fait le président du monde qui vient donner ses consignes au vice-roi qui est chargé de la petite colonie française. Et ce qu'ils veulent faire, c'est officialiser cet état de fait. Avec la suppression de la propriété privée, on le voit ce qui se passe en ce moment dans le domaine du logement, hein. Alors là, c'est très marquant. On nous dit clairement la maison individuelle avec son petit jardin, son petit lopin de terre, ça c'est terminé. Il faut vivre dans des immeubles, de préférence collectifs, gérés par un organisme social. Le gars qui achète son petit 2 pièces pour le louer et faire son complément de retraite, là aussi c'est terminé. Ah oui, l'obsession des ultra riches, c'est de devenir toujours plus riches. Et alors dans le temps, quand on avait une économie florissante, les milliardaires pouvaient s'enrichir en même temps que les prolétaires pouvaient s'acheter un pavillon. Donc avec la un classe jardin, moyenne. ça posait pas de problème. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a plus assez d'argent en circulation. L'économie est en berne. Donc, le seul moyen que les riches ont de devenir riches, c'est de prendre aux pauvres. De tout prendre. Parce qu'ils exigent des rendements à 2 chiffres délirants. Donc, leur but, c'est de prendre, de prendre les possessions de la classe moyenne pour enrichir leur capital. Donc, évidemment, il y aura plus de propriété pour les pauvres. Oui. Pour les riches, eux, seront propriétaires de tout et nous loueront tout et pourront nous couper l'accès à ces biens de première nécessité quand ils voudront. Il y aura bien un moment, on a un esprit logique, hein, chez vous comme moi, je pense. Ça va s'effondrer. On va taper contre le mur. Oui, ça va s'effondrer. Alors, faudrait faire toute une analyse psychosociale des phénomènes. Ça a déjà été fait par le passé, par des gens comme Milgram, comme H. C'est très vieux et assez connu dans le domaine. Et il se trouve que c'est pas vraiment la raison qui pilote les révolutions, c'est les tripes. C'est-à-dire quand la survie même de l'individu est menacée et que l'individu le ressent dans ses émotions, c'est là qu'il fait la révolution. Mais au niveau de la rationalité, ça marche pas.
C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. On observe que la rationalité n'est pas le facteur déterminant. Et c'est pour ça que vous avez encore parfois des gens qui sourient, qui ricanent, hein, qui vous disent ça n'arrivera jamais. Voilà, en se pensant. Chacun se croit protégé, hein, finalement. Oui, parce qu'il y a une confiance dans l'ordre établi. Cet ordre établi qui a donné un confort à la majorité des gens, les gens n'ont pas envie de le remettre en cause. C'est très angoissant de s'imaginer que la société va s'effondrer. Et puis après, qu'est-ce qu'il y aura? On n'est pas forcément tous capables d'imaginer un monde nouveau, parce que ça dépend des gens, hein, mais la majorité a autre chose à faire que de philosopher toute la journée. Ils font tourner la boutique. Et leur dire du jour au lendemain que ça y est, c'est fini, c'est dramatique. Et puis aussi on va dire l'instinct. Là, je reviens aux recherches de Solomon Asch qui a montré que face aux absurdités qu'on vit, par exemple, face à l'injonction autoritaire ou sociale, il y a un tiers des gens qui acceptent tout, mais vraiment tout, qui vivent dans une psychose permanente. Oui. C'est-à-dire, on leur dit que le ciel est vert à pois jaune, d'accord, le ciel est vert à pois jaune, ils le verront vert à pois jaune. Et un autre tiers des gens eux sont névrotiques, c'est-à-dire on leur dit que le ciel est vert à pois jaune, ils le voient pas vert à pois jaune, mais ils sont persuadés d'avoir un problème aux yeux. Et puis le dernier tiers, qu'on pourrait appeler des paranoïaques, disent qu'est-ce que vous me racontez, le ciel est bleu, et ça suffit ces histoires. On a 2/3 de la population qui, à l'état naturel, est prête à accepter tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, des expériences scientifiques l'ont bien montré. Est-ce que face à cela, eh bien, on va finir peut-être là-dessus, est-ce que face à cela, la voie de secours, c'est une sorte de nouveau communautarisme? La voie de secours, c'est la population. C'est le peuple qui décidera de se débarrasser de ses élites ou pas. Donc oui, on peut dire ça. Merci, Eusèbe Briochet, de nous avoir présenté votre livre qui s'appelle Covid-19, guerre ouverte contre les peuples, un décryptage de ce que vous appelez les mensonges et la folie ambiante. C'est publié aux éditions Marco Pieter. On voit bien que toute cette affaire est loin d'être terminée. Merci, Eusèbe Briochet. Merci à vous.